Et bonjour à tous. Et bravo d'avoir bravé la file de la brocante intergalactique pour réussir à être dans cette salle. J'imagine qu'il doit y avoir des gens au milieu qui sont en train de faire merde. Euh, on est content parce que on a un peu de beau temps aujourd'hui, etc. Et donc qui nous fait oublier un peu la soirée d'hier soir qui donc était effectivement beaucoup plus humide. Et voilà, quelle aventure. Nous sommes dimanche matin effectivement sur le Festival des Intergalactiques et on est bien content parce que c'est déjà une très belle édition qui se passe. Et c'est d'autant plus un plaisir aujourd'hui puisqu'on reçoit, moi je vous considère un peu comme la famille du festival, parce qu'on a fait un petit Twitch ensemble, mais pas que. On aime beaucoup au sein de l'équipe de programmation du festival le travail que vous menez avec le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons 3 des représentants, et pas n'importe lesquels, puisqu'à ma gauche, nous avons Johan Orsulik. Je prends ta bio tranquillement. Passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance, Johan a décidé d'en faire sa aventure professionnelle. Tiens d'ailleurs, première question Johan, comme ça on peut parler. Comment ça se passe professionnellement du coup sur ce point-là? Demandeur d'emploi. Donc c'est en cours. Et donc en 2017, tu rejoins le site Furiosa, dans lequel tu contribues toujours, de Nicolas Gilly, ainsi que donc du coup l'équipe de Monsieur Bobine, auquel tu contribues en tant que rédacteur des différents contenus proposés. À sa gauche, Julien Pavageau. Donc lui, on est vraiment sur du multiprofil. Donc je note aussi dans le désordre, dans ta bio. Tu diras ce que tu mets en premier: cinéphile, père de famille, trentenaire nantais et infographiste. Tu mets quoi en premier? À peu près tout. Il y en a d'autres qu'on peut rajouter. C'est sans fin. Voilà. Et du coup, tu as créé le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Oui. En quelle année déjà? 2004. 2004, je crois, vaguement. Juste pour faire une toute petite parenthèse sur la création du Ciné-Club de Monsieur Bobine, en fait, c'était une petite notule que tu faisais pour un cinéma, c'est ça? Alors non, c'était pour une chaîne de télévision locale. Ah. Donc, c'était un tout petit programme de 3 minutes qui était censé s'intercaler entre les grosses émissions qu'on produisait. Quand je dis gros, c'était une économie de chaîne de télévision locale, donc c'était tout pourri. Mais c'était mon petit exutoire, en fait, qui me demandait beaucoup de travail. Et quand la chaîne a fermé, je me suis retrouvé au chômage. Et donc, désœuvré, je me suis dit, tiens, je vais continuer ça pour moi-même, en fait, avec des camarades, puisque je ne me voyais pas l'écrire, en fait, tous les épisodes. Donc, j'ai commencé à demander à des copains si ça t'intéresse d'en écrire. Et puis, moi, je réalise. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à fédérer une équipe plus grande dont Aurélien et Johan font partie. Mais il y a aussi Antoine Verlet, Cyril Roland, qui est le premier, mon camarade qui m'a rejoint en premier. Enfin voilà, on est quand même toute une équipe. Maintenant, et puis désormais, on est sur YouTube en fait. Donc voilà. Et ça marche bien. Ça marche pas trop mal, oui. Ça marche bien. Et donc à ta gauche, Aurélien Noyer, qui nous arrive d'Irlande en plus. C'est ça, de Belfast. De Belfast. Qui donc, toi, tu fais partie du ciné-club de Monsieur Bobine, depuis 2015, mais pas que, puisque tu fais des textes pour l'Ouvreuse, Capture Mag, Moverboard France, que je connais moins, et Film Exposure, et donc il y a aussi Rokirama. Oui. Donc tu écris beaucoup. Sûrement temps perdu, oui, ou quand j'ai de l'inspiration, on va dire. Ok, et du coup, ces 3 personnes sont les co-auteurs de Matrix. L'œuvre des Wachowski. Matrice d'un art social. C'est pas nous qui avons trouvé le titre. Paru chez Feur d'édition en novembre dernier, donc que j'ai lu et que je vous recommande. Donc il y a rupture du coup. Ai-je appris là? Oui, apparemment il y a rupture de stock. Notre éditeur nous l'a dit. Donc, Ok, d'accord. J'ai bien fait de prendre ma petite prévente sur le moment. Donc il y a un livre qui revient donc beaucoup sur le cinéma en général des sœurs Wachowski. Et donc forcément Matrix en est un peu à son centre. C'est parti, on va m'appeler toutes les 3 minutes. Et donc comment s'est déroulée cette écriture à 6 mains? Globalement, en fait, on avait été contacté par l'éditeur qui avait contacté le Ciné-Club de Monsieur Bobine en nous proposant d'écrire un livre sur... à la base, c'était sur quelque chose, il n'était pas sûr, il voulait peut-être qu'on fasse quelque chose sur James Cameron. C'était le moment où... j'ai oublié son nom. Guy Astic, en fait, de Rouge Profond, en fait, préparait un livre sur James Cameron, dont on attend d'ailleurs toujours des nouvelles.
Il y avait également le livre qui était déjà sorti de David Fakrikian sur James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Et on ne voulait pas faire doublon en fait, avec ces projets de livres. En fait. Et c'est nous qui leur avons proposé un livre sur le cinéma des sœurs Wachowski au moment où on écrivait un épisode justement pour la chaîne. En fait. Et l'épisode en question est devenu le livre. Oui, c'est ça. Avec Johan, on essayait de synthétiser en fait. Un espèce d'épisode monumental autour des sœurs Wachowski. On n'arrivait pas à faire moins de je ne sais pas combien de pages. On était déjà à 10 pages. Quoi. Ouais, on disait on va faire 3 ou 4 épisodes. Enfin bon, bref, c'était infaisable. Et on n'était pas forcément au début très chaud pour le livre parce que c'est beaucoup de travail et on n'avait pas forcément confiance en nous. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on l'a fait à 3. Moi, je vois plein d'auteurs qui arrivent et disent moi, j'ai fait 40 livres. Je dis, bravo, quoi. Nous, on a passé plus d'un an sur le livre et c'est vrai que c'est énormément de travail écrire comme ça. Moi, j'ai une admiration sans limite pour ceux qui sont capables de faire plus de 200 pages à eux tout seuls. Nous, on était à 3, on a réussi, donc on est content. Voilà. On est déjà fiers de ça. C'est ça. Et c'était l'époque où donc le livre sur Spirit Racer, le livre de Rafi Djoumi sur Matrix n'était pas encore sorti. Donc on s'était dit, c'est peut-être l'occasion de faire un livre sur le cinéma des sœurs Wachowski, qui est quand même un cinéma important pour les années 2000-2010, mais sur lequel il n'y a pas grand-chose qui a été écrit pour le moment. Et donc c'est comme ça qu'on s'était lancé là-dedans. Et l'éditeur, donc chez Sœur, on a eu l'aide de Damien Méchery qui immédiatement a répondu présent et qui est un énorme fan des sœurs Wachowski. Et ça a été aussi une aide très appréciable parce qu'à chaque fois qu'on proposait des choses, qu'on envoyait des chapitres, qu'on discutait entre nous et des fois aussi avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui apportait des bonnes idées, qui faisait toujours des bonnes remarques. C'est le 4e auteur, hein, quasiment. Quasiment, ouais. C'est un peu ouais. Ok, et du coup, l'angle qu'on prend sur cette édition du festival, donc thématique subversion de la science-fiction, punk, cyberpunk, etc. Donc on a beaucoup dit sur, notamment, on va un peu arriver sur Matrix du coup, que Matrix en fait était juste un espèce de gloubli-boulga déjà de tout un tas de références cyberpunk, et en fait c'est un peu un repompé de Ghost in the Shell, mais pas que. C'est le premier qui me vient en tête, mais c'est pas le principal. C'est lequel surtout qui a été cité en son temps? En fait, il y avait Neuromancer, Oui. le roman de William Gibson. Et en fait, alors là, ça perdure encore aujourd'hui. Il y a le fameux cas Dark City, puisque même, il y a encore, je crois, c'était la semaine dernière. Oui, encore très récemment, Alex Proyas remet continuellement une pièce dans la machine. En parlant notamment des décors, ce qu'il a apparemment très mal vécu. C'est-à-dire que quand on conçoit un décor pour un film, c'est pas rare qu'il soit réutilisé de film en film. Vous allez retrouver des costumes de Starship Troopers dans je sais pas combien Power de trucs. Ranger, l'autre galaxie. Merci. Et donc il y avait effectivement tout un décor, le décor de l'hôtel délabré en fait avec l'escalier, etc., qui avait été conçu par Alex Proyas lui-même. Et il a très mal vécu de le revoir dans Matrix l'année d'après en fait. En 98, il y a Dark City qui sortait, 99 Matrix, et effectivement. Mais en général, c'est quand même quelque chose d'assez courant dans la production. Et il a aussi ce qu'il raconte, en fait, c'est que les producteurs auraient montré en 97, au moment où Dark City était terminé, mais pas encore prêt à être sorti, puisqu'il a été remonté plusieurs fois, vu que le film n'avait pas de bonne performance en projection presse. Donc ils l'ont mis dans un petit placard pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il dit que ce film aurait été montré aux sœurs Wachowski. Donc ça, on ne sait pas si c'est vrai, mais je suis plutôt disposé à le croire, puisque c'était dans la même boîte de production. Donc je ne vois pas pourquoi les sœurs Wachowski n'auraient pas eu connaissance de Dark City, puisque les 2 films étaient produits en même temps. Et en 97, commençait le tournage de Matrix. Donc lui, sa théorie, c'est que elles ont vu Dark City et elles se sont dit « Ah, ça c'est pas mal, on va tout piquer ». Sauf que Matrix est un film qui a coûté... 85 millions de dollars. C'était ce qu'on appelait à l'époque encore les moyens budgets en fait. Voilà. C'était ce qu'on appelle un sleeper en fait. C'est-à-dire littéralement. Il faut savoir en fait, c'est que lorsque le film a été mis en chantier, Warner Bros n'en avait quasiment rien à faire. En fait, ils étaient accaparés par un projet qui pensait être le gros carton de l'été 99, qui était Wild Wild West. Avec celui qui maintenant est plus connu pour avoir mis une claque à Chris Rock. C'est un peu triste. Mais voilà. Mais à l'époque, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que mine de rien, Wild Wild West et Matrix et Dark City, ça condense en fait quelque chose qui était lié en termes de production, parce que les 3 films se sont interconnectés les uns aux autres.
puisque à la base, en fait, ce qui s'était passé, c'était que le premier casting qui avait été envisagé par les Wachowski, c'était respectivement donc Sean Connery dans le rôle de Morpheus, qui a refusé le rôle et a refusé le rôle coup sur coup de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, pour le même motif, c'est qu'il ne comprenait pas les deux scénarios en fait. Pour jouer après dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà, parce qu'après il a accepté la Ligue des Gentlemen Extraordinaires parce qu'il s'en était voulu d'avoir refusé coup sur coup les rôles de Morpheus et de Gandalf en fait. Et c'est l'échec en fait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a dit j'arrête ma carrière. Ça, c'est la parenthèse marrante. Par contre, Will Smith a encore énormément de regrets aujourd'hui, puisque c'était lui à la base qui était envisagé, c'était le premier choix qui était envisagé dans le rôle de Neo. Et pareil, il ne comprenait pas en fait le script. Il y avait, je crois, Gina Gerson qui était prévue effectivement à la base pour le rôle de Trinity. Et notamment pour le rôle de l'agent Smith, c'était Jean Reno qui était prévu. Et il a préféré faire Godzilla de Roland Emmerich. Il faut savoir qu'il avait déjà refusé des rôles, je crois le rôle de Val Kilmer dans Hit et le rôle de Ralph Fiennes dans La Liste de Schindler en fait. Donc voilà. Il y a des agents qui sont pas ouf. Hein. Et en fait, Will Smith donc, a préféré tourner Wild Wild West, mais à l'époque, ça pouvait tout à fait se comprendre, puisque le film était produit par un maniaque qui s'appelait John Peters, qui était le producteur du Batman de Tim Burton, une personnalité assez à part. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo qu'a fait Nicolas Delage sur YouTube, qui revient en fait sur le cas Peters, c'est la relation qu'il a eue avec Michael Usnan, le producteur de Batman. Et en fait, c'est à l'époque, le film était aussi réalisé par Barry Sonnenfeld, qui venait de sortir du carton de Men in Black et de la famille Adams. Donc en gros, tous les compteurs étaient sur Wild Wild West. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Matrix a été un peu produit en mode on laisse, on va dire, votre champ libre parce que ça ne coûte pas très cher et que même si le film n'est pas rentable, il se remboursera largement sur le marché vidéo. Et vous aurez peut-être l'occasion de faire vos suites en DTV, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, on l'a beaucoup oublié, puisqu'il y avait les suites notamment de Une nuit en enfer, de je ne sais plus quelle autre franchise, je crois que c'était Vampire de Carpenter aussi qui avait eu droit à 2 suites. Et en fait, c'était un phénomène qui était et Darkman, pardon, aussi de Sam Raimi. Et c'était un phénomène qui était assez courant à l'époque. Donc, ce qui fait que le film a été produit relativement tranquillement sous la houlette de Joel Silver et de Grant Hill. Et donc qui ont été un peu les deux producteurs, on va dire protecteurs des sœurs Wachowski au cours de leur carrière. Et contre toute attente, le film a été ce qu'on appellerait aujourd'hui un sleeper, ce qu'on appelait à l'époque un sleeper, c'est-à-dire un succès surprise, quasiment similaire, alors pas en termes de recettes de box-office, mais en termes d'impact que ce qu'avait pu être Star Wars dans son temps, le premier volet de George Lucas en 1977. Ça fait partie littéralement de ce qu'on appelait ces sleepers, ces succès surprises. Et c'est Cyril Roland qui a écrit un épisode dessus. 1999, c'est une année de sleepers total. Vous aviez celui-là, vous aviez La Momie de Stephen Sommers, et vous aviez Sixième Sens, le Sixième Sens de M. Night Shyamalan, le projet Blair Witch, même une comédie ado comme American Pie, c'était pas du tout prévu que ça cartonne à la base. Austin Powers 2, enfin ça c'était différent parce que le premier avait été déjà un succès. Mais en fait, il s'inscrit clairement en fait dans un carrefour de sleepers. Et en parallèle de ça, c'est aussi un film qui a énormément à voir avec la production du Seigneur des Anneaux, puisque à la base, le projet, personne n'y croyait presque, puisqu'il y a toute une histoire, alors on ne va pas revenir ici, ce n'est pas le sujet, mais en lien avec les Weinstein notamment, etc., qui voulaient produire un seul film au lieu de 3, et finalement c'est Peter Jackson qui a réussi à démarcher en urgence par l'intermédiaire de Ken Cummins, son agent, Robert Shea de la New Line Cinema, qui a finalement donné son feu vert pour 3 projets. Et en fait, même si le film est sorti après Matrix, c'est aussi quelque part un sleeper dans le sens où c'était un film qui n'est pas du tout attendu, si ce n'est par une communauté de nerds qui s'était mobilisée sur le net. Voilà. Et qui est devenu le succès qu'on connaît. D'autant qu'en plus, il y a énormément de liens entre les deux films, puisque vous avez déjà des interprètes communs, le plus évident étant Hugo Weaving, mais aussi au niveau des équipes techniques, puisque vous aviez l'équipe de Animal Logic qui avait fait certains des effets visuels des Matrix, qui a bossé également sur Le Seigneur des Anneaux. Vous aviez également Peter Doyle, qui était l'étalonneur numérique sur Matrix, qui était assez expérimental pour l'époque, qui avait fait l'étalonnage du Seigneur des Anneaux. En fait, puisqu'en plus les films étaient tournés en Océanie rétrospectivement, en Australie pour Matrix et en Nouvelle-Zélande pour Le Seigneur des Anneaux, ce qui faisait que vous aviez des équipes qui étaient quasiment concomitantes. Et loin d'Hollywood surtout, ce qui était bien pratique en fait à l'époque, pour faire ce qu'ils voulaient. Et la pré-production du coup de Matrix était bouclé bien en amont. C'est-à-dire qu'un projet comme Matrix, c'est un film où il n'y a absolument aucune improvisation sur le tournage.
Contrairement au nouveau projet des sœurs Wachowski d'ailleurs, là où maintenant elles vont beaucoup plus vers la prise sur le vif. À l'époque, tout était verrouillé. C'est-à-dire qu'en 97, le tournage était presque une formalité. Le film était entièrement réalisé en storyboard, qui a été d'ailleurs publié il n'y a pas très longtemps dans un livre, mais qui était déjà, au moins depuis 96, il était fini, quoi. Il était déjà présenté. Donc c'est un film qui a bénéficié d'une pré-production très longue, extrêmement complète. Donc c'est vrai que c'est difficile après de... On peut le relier formellement à énormément de films des années 90, mais dire que deux films, Dark City et Matrix, qui ont été tournés en même temps, dans la même boîte, il y a forcément des ponts, mais dire qu'il y a eu un plagiat, c'est quand même fort de café dans la mesure où la pré-production était vraiment parallèle. Donc chacun bossait sur son projet et la réutilisation des décors, je suis désolé pour Alex Proyas, hein, mais voilà, c'est quelque chose de très très récurrent au cinéma. Donc j'ai vraiment du mal à... C'est aussi le fait, je pense tout simplement que Proyas, c'était un précurseur par rapport déjà à ses logistiques de tournage, et notamment parce que c'est un peu compliqué, mais parce qu'en fait c'est lui, entre guillemets, qui a lancé toute la vague de ce qu'on a appelé le néo-noir, dans lequel baigne Matrix, mais aussi pas mal d'œuvres des années 90. Et en fait, le film fondateur de ça, c'était The Crow. Et fondateur, parce qu'il y a un autre film que Alex Proyas oublie de mentionner, qui aurait dû sortir avant lui, mais qui finalement après c'était Shopping, un film totalement méconnu de Paul W.S. Anderson, qui est un drame social, qui est le premier rôle d'ailleurs de Jude Law, et où en fait c'est filmé comme un néo-noir en fait, des années 90. Enfin, ça est filmé comme un pseudo-cyberpunk. Mais en fait, si vous voulez, sur le cas Proyas, c'est assez intéressant de revenir dessus quand même, parce que sur The Crow, qui on va dire, est le film officiel de toute cette vague de néo-noir, il y a déjà des ponts qui vont être faits avec Matrix. L'un, c'est le fameux, alors j'arrive jamais à dire son nom, celui qui est devenu le réalisateur des John Wick, qui est Chad Stahelski. En fait, Chad Stahelski avait travaillé en fait sur The Crow. C'était lui qui avait eu la lourde tâche de remplacer Brandon Lee en fait. C'est-à-dire à chaque fois que Brandon Lee n'apparaît pas à l'écran, quand vous voyez de dos, etc., c'est Chad en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce gars-là en fait a travaillé sous la houlette de Jeff Imada, qui était donc le chorégraphe de combat de John Carpenter et de cascade, donc à partir de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin jusqu'à The Ward. Et en fait, il était également le mentor de Brandon Lee en fait, sur The Crow notamment. C'est avec lui qu'il a chorégraphié en fait tous les trucs de combat. Et effectivement, après, Chad a encore bossé pour Jeff Imada, notamment sur Los Angeles 2013. Et après, il est devenu la doublure de Keanu Reeves en fait, à partir de Matrix. C'est lui qui double Neo dans les scènes de cascade, enfin Keanu Reeves dans les scènes de cascade, et ça a créé en fait le socle de ce qu'on a appelé la famille Wachowski, qui comprend aussi bien donc les producteurs Joel Silver, Grant Hill, et également en fait tout ce qui est l'équipe cascadeur, certains interprètes, etc. Et par rapport au cyberpunk, je pense qu'en fait ce qui a permis en fait, on va dire au premier Matrix de se détacher du lot, pour revenir au sujet principal, c'était qu'il avait une certaine candeur en fait dans sa proposition cinématographique, c'est-à-dire que quand vous voyez des films de la même époque, style Dark City ou même Blade, c'était pas du tout le même registre, c'est-à-dire qu'il y avait un côté, ce qui va, même en dehors de la question du happening qui va apparaître dans Matrix Reloaded, il y avait cette idée en fait de renouer avec une certaine candeur qui avait totalement en fait disparu en fait dans les années 90, qui était une époque extrêmement cynique. Quelque part là aussi, on peut le rapprocher de Star Wars, qui en fait tranchait avec le premier Star Wars, qui tranchait en fait avec le nouvel Hollywood des années 70 pour renouer avec une narration qui était plus portée par en fait la notion d'histoire à raconter. Parce que je terminerai dessus, c'est-à-dire que la grande force en fait de Matrix et même des œuvres des Wachowski en général, c'était d'arriver à rendre des concepts qui étaient très complexes, des fourre-tout d'influence ou même de réflexion philosophique, sociologique, etc., de les arriver à les rendre lisibles et limpides au sein de leur narration en fait. Si vous prenez par exemple Cloud Atlas, le grand exploit qui a été réalisé, c'était d'arriver à faire transmettre uniquement par une trame émotionnelle des enjeux philosophiques, etc., qui étaient extrêmement complexes. C'est-à-dire que c'est toute la profession de foi des Wachowski, qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher des autres cinéastes qui ont vraiment explosé aux yeux du box-office et auprès du grand public au début des années 2000, à savoir Sam Raimi et Peter Jackson. C'était qu'il y avait une certaine, et ce qui a été d'ailleurs pas mal reproché, y compris Wachowski, c'était moins l'idée
il y avait certes l'idée de c'était on va dire des cinéastes péteuses. C'était parce qu'il y avait les mouvements de caméra assez improbables aussi pour Jackson. Mais en fait, ce qui leur avait été beaucoup reproché, et ce qui, à mes yeux, faisait le grand intérêt de leur œuvre, c'était le rapport à l'émotion, le rapport à une certaine candeur, en fait. C'était vraiment d'arriver à créer des émotions sensibles au sein d'un contexte pourtant de cinéma d'action. Et ça rejoignait énormément ce qui se faisait à la même époque dans le cinéma de Hong Kong, notamment chez John Woo, Etsuo Ark, etc. En fait. Ça a beaucoup à voir en fait, avec, même bien qu'elles sont a priori très différentes, aussi bien Sam Raimi, Peter Jackson que les sœurs Wachowski ont beaucoup à voir en termes de profession de foi cinématographique avec le cinéma de Hong Kong des années 80-90 en fait. Ouais, je voulais rebondir en fait sur ce que disait Johan vis-à-vis de la candeur chez les Wachowski et notamment dans Matrix, parce que pour moi en fait le Matrix c'est un peu un porte-à-faux vis-à-vis du cyberpunk à ce niveau-là, sur ses visuels, sur la façon dont il réutilise ses influences. Il y a évidemment une influence cyberpunk, les lignes de code en vert sur les écrans, les héros super cool en cuir avec les lunettes noires, ça c'est évidemment une influence cyberpunk. Mais si on regardait l'histoire elle-même, finalement Matrix n'est presque pas un film cyberpunk. Alors c'est un peu difficile à voir maintenant parce qu'on a tellement vu le film et revu, c'est une histoire qui a tellement été assimilée, mais si vous reprenez vraiment l'histoire, essayez de vous repasser le film dans la tête en faisant comme si vous ne l'avez jamais vu. Lorsque vous prenez l'histoire au début, c'est littéralement un film cyberpunk. Ça commence comme ça avec un hacker qui distribue des espèces de programmes informatiques clandestins dont on soupçonne qu'ils sont utilisés comme une sorte de drogue par ses clients. Il travaille pour une boîte qui a l'air d'être une multinationale impersonnelle qui s'appelle Metacortex, et un jour il se fait poursuivre par des agents qui ont l'air des agents du FBI. Si vous prenez que ça, vous pensez que ça va être une histoire de pirate informatique et que peut-être il y a, on va dire, disons une accointance entre sa boîte et le gouvernement qui bosse sur un projet secret qui serait la matrice dont il a entendu parler sur le net. Et là on est en pur cyberpunk. Et d'un coup, à partir de la scène de l'interrogatoire, là on se dit non, il y a quelque chose qui cloche, on est dans un domaine qui dépasse ça, puisque le cyberpunk est fondamentalement un genre pseudo-réaliste, c'est censé se passer dans le futur, c'est censé... les bouches des gens ne sont pas censées se fondre et se fermer d'un coup, et là on part dans quelque chose d'autre. Et puis arrive la scène où Neo prend la pilule et d'un coup se réveille dans le futur. Et là, donc, on est bien, en fait, c'est pas le cyberpunk, puisque le cyberpunk, c'est censé être un futur proche. Et le cyberpunk aussi est censé être un genre très cynique sur notre époque et assez frontal. Lorsque vous regardez un film fondamental du cyberpunk comme Blade Runner, on vous dit la Tyler Corporation, c'est des méchants. Et il n'y a pas d'allégorie sur... Il y a des allégories dans Blade Runner, un propos qui dépasse juste le propos même du film, mais la façon de représenter la société capitaliste dans le cyberpunk est extrêmement frontale. Dans Matrix, on peut y voir une charge anticapitaliste, et certains l'ont fait, mais ça demande de passer par une allégorie, de dire les machines représenteraient l'aliénation capitaliste, etc. Mais en soi, le fait d'allégoriser le capitalisme n'est pas un procédé habituellement cyberpunk. Et effectivement, je pense que la candeur des Wachowski, c'est de dire on va évacuer en fait tout le propos un peu nihiliste et cynique du cyberpunk et on va partir dans quelque chose d'autre, qui se rapproche plus de la fantasy. Là, on l'a pas mal aussi commenté ici et là, le fait que le parcours de Neo suive celui de Luke Skywalker et s'attache un peu presque au cliché du héros au mille visages de Joseph Campbell. Ouais. En fait, c'est un conte mythologique. C'est littéralement un conte mythologique à l'intérieur de l'univers des machines. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le deuxième opus Reloaded, il y a cette idée qui est super intéressante et que je trouve très vraie. C'est un peu comme si en fait les machines avaient lu Joseph Campbell et avaient décidé de créer leur propre mythe. Et le deuxième opus Reloaded joue à fond sur cette imagerie-là, puisque vous pourriez très bien prendre la relation entre l'architecte et l'oracle. C'est une relation en fait que vous avez clairement dans la mythologie grecque, notamment avec cette idée des dieux qui vont utiliser les humains comme des pions à leurs propres dépendants. Je vous renvoie aussi bien à l'Odyssée, etc., qu'à des adaptations cinématographiques comme Jason les Argonautes, où il y a des scènes qui sont qui pourraient être des scènes de Matrix,
mais dans un contexte de mythologie grecque. Ou d'un point de vue livre, on peut aussi rapprocher ça de Dune et le Messie de Dune de Frank Herbert. C'est ça qui est un qui va retourner un peu le truc. Le mythe du héros, effectivement, dans son deuxième opus, va faire ah bah tiens, on va te le mettre à Dune est l'envers, de toute quoi. façon, je pense, une influence vraiment très explicite de Wachowski. Jupiter Ascending, c'est un film qui est globalement mal aimé, mais c'est une adaptation de Dune, et c'est probablement ce à quoi aurait ressemblé l'adaptation de Dune par Jodorowsky artistiquement. C'est-à-dire que tout le monde, excusez-moi l'expression, mais se pignole un peu sur le Jodorowsky's Dune, le documentaire du plus grand film jamais fait. Il n'a pas été fait pour une raison, en fait, parce qu'il a été plus ou moins sabordé par son propre auteur. Artistiquement, cette note d'intention-là a été récupérée dans Jupiter Ascending. C'était d'avoir littéralement une production design différente par planète, et des choses complètement qui s'inspirent de science-fiction européenne. Vous avez même des costumes qui sont repris en fait du Jodorowsky's Dune. Vous avez les Sardaukar en fait sont repris dans Jupiter Ascending et à peine maquillés. Et c'est une citation explicite. Et le thème du film, ça parle d'une planète qui cristallise. C'est bon. Qui cristallise tous les enjeux économiques d'une galaxie immense qui joue un rôle dans la récolte d'un produit qui rallonge la vie. C'est l'épice, quoi, en fait. Donc c'est vraiment... Faut pas toucher le fil, Ouais. en fait. C'est vraiment une adaptation plus ou moins pirate de Dune, en fait. Donc il y a ce rapport, en fait, à la science-fiction qui va brusquement... assez brusquement dans Matrix, dévier vers la fantasy, comme tu disais. Et il y a aussi l'idée que la notion de réalité, qui est quelque chose qui, comme tu disais, le cyberpunk, c'est quelque chose d'assez empirique. Ça parle de notre monde à nous, et ça parle d'un futur proche. Et d'ailleurs, c'est dans la conférence de Bolshevik hier, ils en parlaient très bien. Ils disaient qu'effectivement, l'imaginaire actuellement, on arrive aussi à un mur, puisque de toute façon, c'était des imaginaires qui se déroulaient sur une vingtaine d'années. Tous les films des années 90, vous regardez actuellement, on vit littéralement, notre époque, c'est un carton d'ouverture d'un film des années 90. Vous vous souvenez, Judge Dredd, tous ces films-là commençaient par en l'an 2020, les ressources de la Terre, tout ça seront épuisées, gouvernement fasciste, bombe atomique. Là, on vit en fait au début de ce carton-là, donc j'ai pas hâte à ce qu'on arrive à la fin. Mais en fait, tout ça, c'est de l'anticipation. Vous regardez tous les dates des films, on y est en fait. Ah mais moi je veux que Keanu Reeves affronte Takeshi Kitano. Moi. Je veux le face à face, moi. Dans Johnny Mnemonic, regardez-le, c'est particulier. Et donc, toutes ces thématiques-là étaient sur des distances assez proches. Et là, on arrive à un moment où on y est. Donc le cyberpunk, finalement, on ne peut plus vraiment revenir dans ces univers-là. Il faut les réinventer. Matrix, lui, on apprend que ça se passe 100 ans dans le futur, mais rapidement, on comprend, surtout dans Reloaded, que ça se passe probablement même 600 ans dans le futur, vu qu'il y a eu 6 occurrences de la matrice. Et on en est à la 7e, donc non, à la 6e, je crois. Bref. Et au fur et à mesure que la trilogie avance, les repères temporels disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, extrêmement bien figuré dans le 4e, qui est un film qui pourrait se dérouler sur 60 ans, en fait. Les repères temporels sont complètement brouillés, les repères spatiaux aussi. C'est-à-dire qu'on arrive carrément dans une abstraction. La trilogie Matrix tentait d'aller vers cette abstraction-là et se heurtait un peu aux limites de la mise en scène des Wachowski, mais elles y parvenaient malgré tout à brouiller les pistes. On ne sait pas combien de temps s'est déroulé entre le premier et le deuxième. On ne sait pas combien de temps s'est déroulé tout simplement depuis la création de la matrice. On ne sait même pas si ça se passe vraiment, si c'est relié à un autre monde à nous, puisque c'est littéralement qu'une simulation informatique gigantesque. Et au fur et à mesure de la trilogie, la notion de réalité disparaît complètement, visuellement, mais aussi même dans les dialogues. C'est-à-dire que vous regardez à partir du 3e, il n'est plus question de monde réel. On parle du monde des machines. Et c'est délibéré, c'est-à-dire que la notion de réalité, à un moment, on nous le dit, oublie dès le début, on nous le dit, oublie les concepts de vrai et de faux. Et donc là, on n'est même plus vraiment dans de la science-fiction, mais presque vraiment dans de la fantasy. Et d'ailleurs, vous regardez le climax de Matrix Révolution, on est beaucoup plus proche du Seigneur des Anneaux, notamment dans cette espèce d'immense bataille sur le quai, bataille épique avec une musique pas du tout techno, comme on pouvait l'avoir dans Reloaded, qui fusionnait en fait avec Juno Reactor. Juno Reactor et Don Davis. Et là, ça disparaît.
même dans le combat final c'est le Neodamerung, la piste, et c'est littéralement Ragnarok, c'est-à-dire qu'on est explicitement dans de la mythologie nordique. On n'est plus dans quelque chose de cyberpunk. Il y a aussi un truc, ce que tu dis, qui est très, très important sur la notion de temps dans l'œuvre des Wachowski, c'est que c'est aussi un truc qu'on va retrouver dans le reste de leur œuvre. C'est-à-dire que fondamentalement, Speed Racer, il n'y a pas de repère temporel défini en fait. Pareil pour Cloud Atlas, c'est-à-dire que Cloud Atlas, certes, vous avez les récits qui se déroulent à différentes époques, mais l'important c'était plus d'aller vers quelque chose qui était de l'ordre d'une espèce de sentiment qui traverse le temps en fait. Et ça, effectivement, pour revenir sur l'idée de mythologie, ça me rappelle, maintenant que tu le dis, ça me rappelle énormément ce qu'on pouvait retrouver en Chine. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de lire la pérégrination vers l'Occident, c'est un récit complètement fou, c'est-à-dire qu'automatiquement, s'il y a des personnages qui apparaissent au bout de 600 ans, enfin voilà, le singe est emprisonné pendant des centaines d'années sans que ça ait un vrai impact sur le récit, on va le chercher, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup à voir, encore une fois, avec les mythologies asiatiques, dans lequel la conception du temps et de l'espace est totalement quasi métaphysique. Si vous avez l'occasion de voir les films, par exemple, de Choi Ark, c'est-à-dire aussi bien Zhu, les guerriers de la montagne magique que Great Snake, cette idée de conte mythologique, elle est beaucoup moins liée à l'idée de captation temporelle déterminée, comme ça peut être d'un déterminisme occidental, tel que ça peut être le cas dans nos mythologies occidentales, alors qu'en Asie, et notamment en Chine, il y a cette idée effectivement de traverser, de construire un récit mythologique, mais à travers les époques, mais où c'est la question de l'émotion et de ce qui va nous dépasser, qui va justement en fait être primordial en fait. Et l'idée de mélanger en fait des cosmogonies qui sont incarnées soit par des animaux, soit par des dieux et des déesses, qui justement s'entrecroisent sans aucun problème en fait. Ouais, je voulais rebondir sur la mention de Speed Racer, et un truc que je trouve assez amusant, c'est que si vous voulez chercher un vrai récit de cyberpunk dans l'œuvre des Wachowski, en fait regardez Speed Racer, parce que là vous allez avoir une histoire d'un petit individu doué qui va hacker littéralement une corporation et qui va affronter une méga corporation qui est présentée comme telle, littéralement, qui est présentée comme les méchants, qui ont une double face, donc la face qu'ils présentent au public, qui se veut les champions du monde de course, et la face privée qui est en fait, on en a rien à fiche de la course, nous ce qui nous intéresse c'est le profit. Et là, vous avez vraiment un récit de cyberpunk. Sauf que l'enrobage est, au contraire d'être en néo-noir, d'être tout sombre avec de la pluie, est extrêmement coloré, extrêmement lumineux. C'est aussi un jeu, sur le jeu aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que ce qui avait pu porter porte-à-faux sur les Wachowski à partir de Matrix Reloaded, c'est un jeu sur les structures narratives. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors de la question du happening, comme tu l'as très bien dit, si vous prenez le premier Matrix, ça a les prémices, comme tu l'as très bien dit, ça a les prémices d'un cyberpunk, mais c'est un conte mythologique campbellien très classique. Et ça, ils l'ont fait en fait dès le début de leur filmographie. C'est-à-dire que si vous prenez Bound, ça a tout sur le papier pour être à la fois un thriller érotique et ce qu'on a appelé beaucoup les thrillers à twist, qui avaient énormément dans les années 80-90, même les souks qui sont arrivés principalement dans le sillage de Tarantino, qui essaient tous de refaire soit Reservoir Dogs, soit Pulp Fiction, c'est-à-dire ça allait aussi bien du côté de Danny Boyle que de Guy Ritchie. Et en fait, les prémices du film peuvent penser à ça, avec cette idée de couple d'arnaqueuses, machin, qui vont essayer de faire une arnaque auprès justement du gars joué par Joe Pantoliano. Mais si vous regardez bien en fait toute la structure, c'est un récit d'émancipation féminine qui doit énormément au Diabolique de Henri-Georges Clouzot, qui est un peu la structure narrative de la relation entre les personnages et le rapport au twist est assez similaire en fait, c'est une structure assez similaire avec celle du film de Henri-Georges Clouzot, Les Diaboliques. Et c'est un truc qu'on va retrouver en fait notamment qu'elles vont refaire à l'identique sur Speed Racer justement. C'est-à-dire que la structure narrative du film peut être vue comme un film de cyberpunk, mais c'est en fait un film qui est une déclaration d'amour à l'art automobile, qui est un truc très important dans l'inconscient collectif américain. C'est un art vraiment populaire chez eux. Et en fait, les points de narration sont assez similaires, même dans la proposition de voix artistique, au Grand Prix de John Frankenheimer qu'on a déjà évoqué hier, que j'ai déjà évoqué hier dans la présentation de Redline, qui est aussi l'histoire justement d'un pilote qui a perdu son frère et tout, et qui en fait est un amoureux de la course, mais au point où c'est la différence fondamentale avec le film des Wachowski, c'est-à-dire que son amour pour la course automobile et le fait qu'il soit issu d'une classe populaire va jouer en sa défaveur par rapport à
on va dire par rapport justement aux multinationales. Et d'ailleurs, vous avez des points identiques puisque le personnage de Toichiro Mifune, le président de la compagnie d'automobile dans Grand Prix, c'est littéralement celui que va être Hiroyuki Sanada dans le film des Wachowski. Simplement, c'est que là où le film de Frankenheimer questionnait les pilotes par rapport à leur pulsion de mort et par rapport au voyeurisme des foules, les Wachowski vont plus en faire une éloge à la vie et à l'ouverture aux autres. Voilà. Mais il y a aussi un truc très important dans toute leur œuvre, y compris dans le dernier, c'est qu'il y a une vraie affection pour les héros, et ça les rapproche beaucoup de cinéastes, d'autres cinéastes qu'on apprécie, c'est qu'il y a une vraie affection pour les gens issus de conditions modestes, en fait. C'est-à-dire, c'est souvent en fait des petites gens, etc. Spin Racer, d'ailleurs, c'est le pinacle de ça, hein. C'est-à-dire, c'est des héros issus de classes populaires et tout. Et en fait, ils se retrouvent à devoir se poser la question comment lutter dans un système en fait sur lequel elles ont peu d'emprise. Et Matrix était déjà une question de ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle va retourner l'idée de révolte avec l'idée de changement de point de vue en fait. C'est-à-dire l'idée que c'est pas tellement en fait tes actes, mais c'est ta manière de voir le monde qui peuvent influer sur le reste en fait. Ouais, pour revenir sur cette idée de changement de point de vue, en fait, un truc que je trouve intéressant, pardon. C'est en fait de voir ce en quoi Matrix n'est pas cyberpunk. Donc le principe en fait qui est à la base de Matrix, qui est que vous pouvez être dans un monde qui est fictif et vous ne le savez pas, ça c'est quelque chose qui fondamentalement n'est pas cyberpunk. Dans les romans cyberpunk, vous avez en général la simulation, le cyberespace, mais les gens s'y connectent et ils font très bien la différence entre la réalité dans laquelle ils évoluent et cet espace fictif. L'idée en fait quand vous pouviez vous perdre dans un espace virtuel, ça vient plutôt pour moi de la SF des années 60 et en particulier des œuvres de Philippe K. Dick. Donc vous allez avoir par exemple Ubik, vous allez avoir Le Dieu venu du Centaure. Alors on pourrait dire oui, mais chez K. Dick, c'est souvent des expériences induites par des drogues. Typiquement le Dieu venu du Centaure, c'est ça, c'est des gens qui se perdent dans des univers à cause des drogues psychédéliques. Sauf que, comme le rappelait Yann Min à sa conférence hier, il y a eu des ponts très très forts entre les mouvements psychédéliques en Californie dans les années 60 et la Silicon Valley. Quelqu'un par exemple comme Timothy Leary, qui a été connu avant tout pour être le pape du LSD avec les Merry Pranksters, dès les années 70, dès la fin des années 70, il a très très vite vu que l'informatique et les ordinateurs étaient un facteur potentiel de modification de conscience. Donc, comme disait Yoann, de modification de point de vue. Et je pense qu'en fait, il y a une grosse influence chez les Wachowski de cette vision-là, de se dire, en fait, les univers virtuels ou psychédéliques, les états de conscience altérés, sont un moyen de modifier notre point de vue et sont un moyen de changer notre rapport au monde. Et alors, vous êtes venu voir une conférence où on était censé parler des résonances cyberpunk. Et moi, j'ai une question qui pourra revenir là-dessus. En fait, je me disais, en fait, ce qui peut être intéressant, on a beaucoup parlé du fait que Matrix, Cyberpunk, etc., donc dans votre bouquin, dans plein de vidéos, ça a été fait et refait depuis 20 ans. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un numéro 4 qui est sorti il y a quelques mois. Et comment on peut mettre ça en parallèle donc, avec le film de 99 et ce numéro 4 par rapport au genre cyberpunk? Alors, en fait, la démarche est plus ou moins la même. C'est-à-dire qu'en fait, quand les Wachowski se lancent sur Matrix, elles ont parfaitement conscience de l'époque dans laquelle elles vivent et surtout du revival cyberpunk. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas cyberpunk, mais c'est à dessein plus ou moins déguisé en film cyberpunk. Matrix, c'est littéralement on verra avec Matrix 4, mais le premier Matrix, c'est le condensé de tout ce qui pouvait se faire au cinéma et au moins en science-fiction, du moins dans les années 90. On pourrait même le relier à Titanic, si vous voulez. Titanic, ça pourrait même être une dystopie cyberpunk. S'il est question d'une technologie contrôlée par une grande corporation aussi, qui périclite à cause d'un personnage. C'est littéralement Rose qui fait couler le bateau. Donc vous pouvez relier littéralement tous les films aux thématiques de l'époque, c'est-à-dire des thématiques eschatologiques. Vous aviez je ne sais pas combien de fins du monde des années 95 à 2000. La Terre a été détruite une bonne vingtaine de fois, hein, et souvent par deux. C'est-à-dire que vous aviez eu 2 films avec des météores, 2 films avec des virus mortels, des volcans. Vous avez eu Volcano et son pendant, Le Pic de Dante, qui sont 2 films qui en plus se répondent parce que l'un prend un point de vue presque religieux et un peu de droite, et l'autre c'est les ouvriers, c'est le service public. Donc c'est très rigolo d'avoir ces deux visions d'une même catastrophe avec des moyens totalement différents.
Vous aviez même eu Satan qui est revenu 2 fois aussi, à 2 reprises dans les années 98. 99, oui. Attention, Oui, parce que quelqu'un avait remarqué que 1999 à l'envers, ça faisait 666. On va faire un film. Ça s'appelait La fin des temps et on va prendre Schwarzenegger. Tiens, très bien. Donc voilà. Et voilà, vous aviez cette obsession de la fin, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dans les thématiques cyberpunk. Vous aviez aussi l'idée qu'à un moment, on arrive, le monde est épuisé jusqu'à la trame, et on arrive à un moment où voilà, il va falloir faire quelque chose, il va falloir un changement radical, il va falloir un changement de paradigme, un changement de monde. Et les années 2000 se terminaient sur cette idée, en fait, que le monde devait être régénéré quelque part. On avait le millénium, l'an 2000, qui était pour nous, qui étions... on était tous... Moi, je suis né en 83, hein, donc 88. voilà, on commence à être des boomers, non? Et donc, vous aviez... 1, 2. Oui, je vais arrêter de tripoter le film. Vous aviez cette idée qu'il va falloir faire quelque chose qui a un marqueur très identifié, mais très symbolique et très évanescent. Vous aviez les années 2000. On savait que c'était une barrière, mais on ne savait pas de quoi. C'est-à-dire qu'on se disait, ça, on l'associe à la fin du monde. Donc il y a eu un moment, le bug de l'an 2000, pour les plus vieux d'entre vous, vous vous en souvenez. Mais c'est pareil, c'était quand même assez virtuel, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment défini. Il nous fallait une apocalypse, il nous fallait quelque chose. On savait que l'an 2000, il allait se passer quelque chose. Et maintenant, on arrive 20 ans plus tard, on a une vraie apocalypse. On a des scientifiques qui, tous les ans, nous disent, bon, bah là, il reste 3 ans, 4 ans, 3 ans, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment une apocalypse qui arrive, qui est définie, sauf qu'on n'arrive pas à la figurer. On n'arrive pas à mettre un marqueur comme l'an 2000. L'an 2000, c'était un symbole, et il n'y avait pas derrière d'apocalypse concrète. Là, on a une apocalypse concrète, et on n'a pas de symbole pour la figurer. Et quand Lana Wachowski revient sur Matrix 4, elle va justement changer complètement son point de vue. C'est-à-dire Matrix était un film mythologique déguisé en dystopie cyberpunk pour s'inscrire dans son époque. Là où Matrix 4 est au contraire un film plus ou moins déguisé en Matrix. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va voir du kung-fu, on va revoir ce qui... Et elle fait l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'elle nous dit cette fois, il ne va plus être question de virtuel dans mon film. Il n'y a plus de réalité. Je ne vais même pas jouer avec vos nerfs. Vous allez voir, il n'y a plus rien de vrai. Et je vais même le raccorder littéralement avec la réalité. C'est-à-dire que vous allez avoir des ponts avec Keanu Reeves, avec les vrais acteurs. Vous avez littéralement le mari de Carrie-Anne Moss qui joue l'avatar de Neo. Quand il se voit dans le miroir, c'est le vrai mari de Carrie-Anne Moss. Vous avez Chad Stahelski qui joue un personnage qui s'appelle Chad, qui, quand il a lu le scénario, dit « What the fuck ?» Il dit « Mais bon, c'est les Wachowski, donc je le fais quand même. » Et vous avez... en fait, Matrix 4 ne parle plus de virtuel, il parle de fiction. Et de notre rapport à la fiction, de notre manière... Du fait qu'on n'arrive plus à se libérer des récits, on n'arrive plus à créer de nouveaux récits. Matrix parlait d'un monde virtuel. Un monde virtuel est un monde informatique qui a forcément des limites. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous arrivez... même dans, je sais pas, Zelda, ou tous les jeux où vous vous sentez le plus libre possible, il y a un moment où vous allez arriver au bout de la map et vous allez avoir un petit texte qui va vous dire « Pop, vous pouvez pas aller plus loin, il n'y a plus rien. Le monde ne continue pas. » Donc vous avez des limites définies. Matrix parlait de personnages enfermés dans des mondes virtuels qui doivent conceptualiser l'idée de liberté. Ils ne sont pas libres, mais ils veulent l'être et ils ont l'impression de l'être, même d'ailleurs à un moment. Matrix 4 prend l'extrême inverse. Ça se passe dans une fiction autoconsciente, littéralement une fiction qui te dit qu'elle est une fiction. On est dans un film méta, dans ce que c'est le plus significatif. Et une fiction, ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a pas de limite. Quand vous écrivez un livre, vous pouvez mettre autant de vaisseaux que vous voulez dans l'espace, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez faire 50 tomes sur... on parlait de Frank Herbert tout à l'heure avec Dune. Il a poursuivi son récit au-delà et à chaque fois, il a réinventé... À chaque nouveau livre, il a réinventé son univers. Et sans même s'excuser. Il ne se posait pas la question de se dire la cohérence, à un moment, on s'en fiche. J'ai envie d'aller par là, j'y vais. Donc vous n'avez pas de limite à une fiction. Et les personnages dans Matrix 4 sont prisonniers de ces fictions-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où ils sont littéralement libres, puisque ça se passe de toute façon après Matrix Révolution, où les personnages acquièrent une vraie liberté. Le monde change, le monde n'est plus un cycle sans fin construit sur un mode vertical.
le monde change, c'est un monde horizontal. C'est littéralement le rhizome de Deleuze et Guattari. En fait, à la fin, ça se termine sur un monde en arborescence où tout est connecté, où finalement on peut naviguer librement, on peut choisir littéralement ce qu'on veut, on peut connecter tout avec tout, notamment via l'amour, ce qui est quelque chose qui traverse toute la filmographie des Wachowski. Pour eux, c'est le mode de connexion ultime. Matrix 4 enferme ces personnages dans des fictions, c'est-à-dire que les personnages sont littéralement prisonniers de boucles. Vous regarderez, je ne vais pas vous spoiler si certains ne l'ont pas vu, donc bouchez-vous les oreilles. Mais vous avez tout un montage sur White Rabbit où Neo est prisonnier d'un open space. Et regardez cette scène-là, plan par plan, et vous constaterez qu'il va y avoir des séquences où les personnages répètent plusieurs fois la même chose. Et à un moment, quelqu'un qui dit ouais, Matrix, c'est le bullet time. Il commence à faire le mouvement. Excusez-moi, je ne vais pas le faire. Je vais casser le micro sinon. Et vous avez un extrait de Matrix, du premier Matrix qui est intercalé. Et vous revenez après, vous voyez le mec qui tombe. Quand vous regardez le début et la fin, le mec n'a plus les mêmes fringues. Vous avez plein de séquences comme ça, de champ contre champ, où les personnages, on a l'impression que c'est dans la même séquence, et en fait, les personnages changent complètement de fringues. Et le jeu, d'ailleurs, c'est que certains ont des fringues bleues sur un plan et des fringues rouges sur un autre. Voilà, on a encore le clin d'œil à la pilule bleue et à la pilule rouge. Donc, en fait, ce que nous dit cette séquence, c'est que Neo n'est pas dans un montage classique, avec une petite musique derrière pour dire que le temps passe et qu'il s'ennuie dans son boulot. Non, c'est une boucle modale, comme celle de la scène d'ouverture, c'est-à-dire qu'il est prisonnier d'un récit qui tourne en boucle, qui ne se renouvelle pas, ou très peu, donc qui change juste de costume, et ce, pendant on ne sait pas combien de temps. C'est-à-dire que là, je parlais du temps qui se distend, il pourrait très bien se passer un siècle, en fait, juste dans ce petit montage-là. Et d'ailleurs, plusieurs fois, le personnage de l'analyste dit, voilà, est-ce que tu retournes dans ton pod et tu es enfermé pour l'éternité dans cette boucle-là ? Donc, ce rapport à notre réalité, elle le figure justement par la fiction, par l'idée que nous aussi, on a besoin de réinventer nos récits, de reprendre le contrôle de nos récits et de reprendre le contrôle pour elle de la production de ces films, puisque Matrix 4 parle de manière très très explicite de la production cinématographique. Mais même ça, c'est un peu présenté comme un piège. Donc, vous allez avoir cette idée de nous réapproprier nos récits, de nous les réécrire, de se libérer des vieilles formes qui tournent en boucle depuis 20 ans, de se libérer de Matrix. C'est-à-dire que si l'esthétique change radicalement, c'est pas juste pour embêter les spectateurs, c'est aussi parce que Lana elle-même a expliqué qu'elle a évolué. Et que désormais, ces films vont plus ressembler à Claude Atlas que... de toute façon, vous n'avez plus le même chef opérateur. Hein. Vous n'avez plus Bill Pope, vous avez John Toll et Daniel Mazzetchesi. Donc vous avez un changement total visuel vis-à-vis notamment de la lumière naturelle. Vous avez un changement radical d'esthétique. Donc il y a cette idée de se libérer des vieilles formes, de réinventer des nouvelles formes et d'accepter qu'un récit puisse se modifier, se transformer et de se les réapproprier surtout. C'est-à-dire que c'est globalement ce qu'elle disait avec les Animatrix. Elles étaient allées voir globalement énormément de réalisateurs dont certains étaient leurs influences directes, quand elles vont voir Kawajiri, et elles leur disent vous faites ce que vous voulez, mais on ne vous donne pas de direction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lore Matrix, il n'y a pas de genre par exemple, je ne sais pas si vous faites un film Batman, il y a des choses à respecter, sinon c'est plus Batman. Là, non, faites ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez même faire une comédie musicale si vous voulez. L'un des plus beaux, moi j'entends beaucoup de gens qui disaient, qui s'insurgeaient sur Matrix 4 en disant que l'action était toute pourrie. Puisqu'il peut se défendre, mais certains disaient mais Matrix c'est avant tout des films d'action. Non, l'un des plus beaux segments d'Animatrix c'est Beyond, je crois. C'est le record du monde. Non, il y a un record du monde déjà, mais à la limite il y a de l'action, mais c'est celui qui se passe dans une espèce d'enclave, un bug dans la matrice, où des personnages se mettent à défier la gravité. C'est des enfants qui jouent dans un espace ça. abandonné, et effectivement il y a plein de bugs, et donc c'est un peu magique pour eux. C'est plus une enclave poétique et qui finalement n'a rien à voir. On n'est pas dans un univers cyberpunk, on est quelque chose de très coloré. Et finalement, ça nous présente même la matrice qui nous est présentée au premier degré comme une espèce d'ennemi, un système de contrôle. Ça nous la présente sous un jour poétique. Et donc ça, c'est le genre de choses que voulaient les Wachowski. Elles voulaient vraiment qu'on prenne leur œuvre et qu'on se la réapproprie et qu'on en fasse autre chose. Donc avec Matrix 4, il y a l'idée de rappeler en fait tout ça, de le remettre devant et de dire voilà ce qu'on voulait dire, et de le remettre au goût du jour à notre époque en disant voilà maintenant où on en est. Aurélien ? Oui, je voulais rebondir sur
déjà le cyberpunk dans Matrix 4, un truc qui est intéressant, c'est que avec la figure donc du patron de Neo, pour le coup, il y a de nouveau un propos relativement directement cyberpunk qui ensuite va passer au second plan. Et puis sur ce que disait Julien vis-à-vis de l'apocalypse et de la fin du monde qui était effectivement figuré dans les premiers Matrix, où on nous disait à une certaine date, le monde a complètement été dévasté lorsque l'humanité a décidé d'occulter le soleil pour essayer de battre les machines. Quelque chose qui va être intéressant, je trouve, dans Matrix 4, c'est l'idée qu'on peut dépasser ça en faisant fi des anciennes distinctions. Et une des scènes que je trouve assez capitale dans Matrix 4, c'est lorsque Neo découvre que l'alliance des humains et des machines ont pu reproduire une fraise. Cette idée que le futur, en fait, contrairement à ce que Matrix pouvait présenter, du moins le premier film, le futur ne sera pas un antagonisme entre l'humain et la machine, entre l'organique et l'inorganique, mais au contraire, il faudra à un moment accepter que la Terre a été dévastée, que nous avons dévasté la Terre, et que la solution ne sera pas un retour à l'humain pur tel qu'on voudrait le voir, mais que l'humain sera forcément un cyborg. Et là, je vais revenir sur un des chapitres que j'avais écrit dans le bouquin où je parle de Donna Haraway, qui est une philosophe qui a énormément travaillé là-dessus, sur le fait en fait que les mythes de l'humain pur sont fondamentalement inappropriés pour les temps qui viennent, et que si on ne peut pas évidemment accepter certains fantasmes transhumanistes qui sont hyper-capitalistes ou qui vont servir à l'exploitation, on ne peut pas non plus rejeter complètement la fusion, que ce soit de l'homme ou de la machine, ou les liens interespèces qui sont le fondement finalement de la vie sur Terre, et que la reconstruction du monde, du moins même sans parler de reconstruction, le simple fait de vivre sur Terre dépendra de notre capacité à vivre avec, que ce soit les machines, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les autres espèces terrestres, et notre survie dépendant de notre capacité à construire des modes d'existence et surtout des modes de coexistence avec des êtres différents. Et en ça d'ailleurs, Matrix 4 raconte à peu près la même histoire que Mad Max Fury Road. Vous prenez vraiment, c'est vraiment l'histoire de se dire voilà, on en est arrivé là, on peut continuer une fuite en avant, ou on peut reconstruire à partir de ce qu'on a déjà. Et il y a cette idée de mouvement de fuite dans Matrix Fury Road que vous avez aussi représenté dans un mouvement de stagnation dans. J'ai dit Matrix Fury Road, non? Ah bah vous voyez, voilà. Et donc, dans Mad Max Fury Road, ce moment de fuite en avant, où à un moment un personnage dit ça sert à rien, si on continue à fuir, on va arriver dans un désert de sel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à reconstruire. Autant revenir à ce point-là plutôt que de s'enfermer dans le déni. Et Matrix 4 fonctionne aussi sur cette cette structure en deux grands actes, où le premier c'est un acte sur la stagnation et l'autre c'est l'acceptation du changement. Vous avez aussi à peu près le même mouvement d'aller-retour. Ce que je voulais dire, en fait, rebondir sur la notion de cyberpunk, c'est-à-dire que c'est en fait sur l'incapacité qu'on avait à aller au-delà du cyberpunk dans la SF des années 2000. En fait, il y a déjà eu une réponse en fait à ça. C'est le film d'Alfonso Cuarón, Les Fils de l'homme, en fait, qui a totalement redéfini, qui a été, je pense, l'équivalent pour les années 2000 de ce que pouvait être Blade Runner dans les années 80, c'est-à-dire que c'est un film qui a été budgété assez conséquemment, qui a été un flop, même s'il a eu de meilleures critiques que Blade Runner à sa sortie, mais qui est devenu culte. Et en fait, c'est un film qui prend le procédé inverse de Blade Runner, qui va plus vers une paupérisation du monde actuel, et en fait qui parle justement qui est finalement peut-être ce qui se rapprocherait le plus du monde dans lequel on est, c'est-à-dire un monde avec effectivement une crise climatique, des conflits politiques, etc. Enfin, la question en fait des relations humaines qui deviennent de plus en plus chaotiques, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est le film quelque part qui a réintronisé en fait un tout nouveau renouveau dans la science-fiction, que ce soit par exemple des trucs comme aussi différents que District 9, que Logan, etc. Ou même, je pense à un petit film coréen qui s'appelle Time to Hunt. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y avait déjà les prémices des Fils de l'homme au pays du cyberpunk, enfin un des pays qui est
justement le Japon, puisqu'il y avait un film qui anticipait cette démarche à l'époque où tout le monde était à fond sur le cyberpunk, aussi bien en Occident qu'en Asie. C'est Shallow Why Butterfly de Shunji Iwai, qui est un film qui anticipe littéralement la démarche des Fils de Homme, qui est de dire on est déjà dans ce futur-là, on ne va pas chercher à le upgrader technologiquement parlant, on va simplement raconter l'histoire justement d'une crise climatique et d'un conflit mondial avec justement, c'est parce que ça centre sur des immigrés chinois qui justement arrivent dans un Japon un peu totalitaire et où justement la notion elle est plus d'arriver à changer le monde mais d'arriver à vivre dans ce monde-là en fait, qui rejoint justement voilà, cette idée un peu qu'on va retrouver, comme tu as très bien dit, dans les films de SF actuels, y compris dans Matrix, dans le dernier Matrix. Et dernière chose, c'est en fait que c'est aussi en ça, je pense que les Wachowski se distinguent dans le cyberpunk d'un pionnier du genre qui est David Cronenberg. C'est-à-dire que chez Cronenberg, mais bien qu'il y ait une fascination pour l'humain et la machine, c'était toujours, il y avait toujours même dans ces, ça enlèvant encore une fois en rien la qualité de ces films. Mais par exemple, si vous prenez un film comme Vidéodrome ou La Mouche, la notion de technologie, elle est vue comme quelque chose qui va de néfaste en fait, de quelque chose qui s'accompagne en fait d'une visée pessimiste pour l'humanité. Et à ce point de vue-là, en fait, les Wachowski, c'est pas non plus Tsukamoto non plus sur Tetsuo, parce que Tsukamoto, lui, dans l'extrême inverse de Cronenberg, qui est que la fusion du corps et de la machine soit une libération totale. Elles vont en fait questionner tout ça en fait, tout l'aspect positif, négatif. C'est vraiment une idée de prendre en compte un sujet global. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'érudition par rapport à ce phénomène-là, qui se développe en fait sur tout le reste de leur œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des personnes qui, dans leur manière d'appréhender leur sujet, je rapprocherais beaucoup de Alan Moore justement en comics, ou même de ce que pouvait faire un auteur comme Umberto Eco, parce que là on parlait de Matrix, mais c'est aussi le cas sur toutes leurs œuvres, c'est qu'il y a vraiment l'idée de pousser leur réflexion sur le sujet au bout, et encore une fois d'arriver à essayer de transmettre ça de manière hyper limpide, parce que c'est vraiment des concepts qui sont quand même assez ardus, qui sont aussi propices à ce qu'on pourrait discuter aussi bien à la machine à café le matin à 11h que sur un forum sur Internet, enfin sur un forum, ça a disparu, mais sur les réseaux sociaux sur Internet, mais voilà. Mais pour en fait arriver à les retranscrire de manière ultra limpide à travers la narration. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on ne pourra pas leur enlever. C'est que c'était parce que je dis parce que j'ai l'impression qu'elles vont plus tourner. Enfin bon. Mais c'était en fait des personnes qui étaient très au fait de la dramaturgie en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. C'est-à-dire que c'est des personnes qui bossaient énormément la dramaturgie, la question de comment, à travers un respect, qu'en fait, elles ne voient pas en fait, les contraintes narratives, enfin, la question des troisième actes, etc., comme quelque chose en fait, d'absolu ou de négatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose, pour elles, c'est plus un jeu. Et en fait, c'est la notion d'arriver à détourner les codes, mais en les respectant, tout en les détournant. En fait, c'est un jeu d'équilibriste assez compliqué, mais c'est comme ça sur tous leurs films. Pour rebondir du coup sur ce que se disait sur Cronenberg, c'était une époque vraiment, les années 90, c'était vraiment une époque paradoxale pour les cinéphiles en tout cas et les amateurs de science-fiction. Si vous aviez une époque où la technologie cinématographique explosait, l'imagerie numérique arrivait vraiment en fait vous aviez Jurassic Park de toute façon. Voilà, Jurassic Park arrive, paf, on a les premières images de synthèse. Je ne vais pas dire photoréaliste parce que si vous revoyez le film maintenant, surtout en 4K, ça a vieilli. Mais les images de synthèse, la technologie a vieilli, mais la manière de les mettre en scène, elle par contre, le film est toujours bluffant. C'est-à-dire que vous aviez vraiment l'idée d'utiliser, de représenter le réel par l'image de synthèse. Bon, après, c'était un film qui était extrêmement en avance technologiquement sur son temps. Mais on a commencé à partir de là à voir de l'imagerie numérique utilisée autrement que pour je sais pas, c'était surtout des représentations sur ordinateur, des cartes quand il y a des vaisseaux qui approchaient. Vous aviez beaucoup de maquettes qui étaient utilisées pour représenter l'imagerie numérique, même d'ailleurs pour pallier à ça. Attention, tu vas te faire engueuler par Gorkab si tu commences à dire des bêtises là-dessus. Oui, certes. Ouais, il sera le plus grand spécialiste là-dessus. Mais vous avez quand même eu en tout cas un avant et un après en fait des années 90 et de la manière de figurer le réel en fait avec de l'image totalement virtuelle. Donc là, les ponts entre la réalité et la machine se fondaient. C'est-à-dire que le cinéma opérait littéralement une véritable fusion positive pour le coup, parce que c'était pour la représentation, ça enrichissait énormément. Quand on regarde Jurassic Park, si le film n'a pas vieilli, c'est pour ça.
Parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question comment on va fusionner au maximum pour représenter des dinosaures numériques en réalité, enfin, qu'on y croit vraiment en fait. Et à l'intérieur des films, le propos était radicalement posé. C'est-à-dire que même dans Jurassic Park, on nous dit clairement que c'est pas une bonne idée de refaire, c'est ce que disait hier Bolshevik, c'est pas bien de refaire des dinosaures, ils vont nous bouffer. Et d'ailleurs, tout le film nous explique que ce ne sont pas des vrais dinosaures. On nous rappelle systématiquement que ce sont des créatures génétiques, que ce sont des... Et ça renvoie d'ailleurs à leur statut d'image virtuelle, c'est-à-dire que tout est faux. Et ce sont des films qui, technologiquement, sont allés de plus en plus loin dans la représentation et nous mettaient en parallèle, paradoxalement, en garde contre ces technologies-là. Des films autoconscients. Donc, il y avait aussi un cas un peu à part, c'est Terminator 2. Mais Terminator 2, qui joue en fait sur les deux tableaux, c'est-à-dire que c'est à la ça. fois l'aspect Cronenbergien avec le T1000 et à la fois cet aspect positif à travers le T8, enfin avec Schwarzy. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en cela, c'est Cameron vraiment le vrai précurseur des Wachowski, puisque lui, en fait, il a abordé en fait des thématiques qui étaient vraiment des thématiques dites de nerd, puisqu'effectivement, en fait, la manière dont il travaille en fait le T1000 dans Terminator 2, c'est littéralement arriver à transposer auprès d'un large public une idée de métamorphe qu'il y avait justement. Alors, je pense vraiment peut-être même pas tellement à Rob Bottin sur The Thing, même si c'est un concept qu'il avait déjà Cameron, mais vraiment à ce qu'il y avait chez Cronenberg en fait, cette idée d'inquiétante étrangeté à travers les designs en fait. C'est du body horror. C'est du body horror, voilà. C'est d'arriver à transmettre au grand public une idée de body horror en fait de manière très ingénieuse. Et à côté de ça, vous avez le fameuse question de la relation avec John Connor et le T800 sur est-ce que l'avenir avec les machines peut être positif en fait. Mais Cameron dit que non. Ça dépend Ça dépend, oui. Ça dépend de quelle version. Il a changé. Et vous avez, pour le coup, pour rebondir là-dessus, mais les Wachowski, pour le coup, je pense que l'une des plus grosses influences de leur carrière et sur Matrix et surtout leurs films, c'est vraiment James Cameron. Vous regardez, on parle beaucoup des mechas dans Révolution qui s'inspirent de l'anime, des animés. Non, pour moi, ils s'inspirent beaucoup plus du Power Loader d'Aliens. Il y a carrément en plus des renvois explicites à Aliens. Hein. Enfin, je veux dire, il y a même Smiley Vasquez et tout. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, c'est que Cameron, ça, on a tendance un peu à l'oublier, c'est que ça fait partie de ces cinéastes précurseurs qui ont réussi, qui ont leur grand talent. Ça a été d'importer une culture dite de nerd sur des formats grand public. C'est-à-dire que Cameron, ça a été un des premiers à s'intéresser au domaine de la Japanimation à une époque où c'était quand même quelque chose d'assez confiné à un marché de niche. Ça a été un des premiers aussi à s'intéresser beaucoup, en plus de l'imagerie numérique. En fait, il a une relation qui est assez étrange, c'est-à-dire une relation qui est, on va dire, très fusionnelle avec le Japon. C'est pas pour rien, par exemple, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Enfin, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est lui avec Spielberg, qui a fait la promo de Ghost in the Shell en Occident, parce que s'il y avait carrément, en fait, il l'avait vendu, donc notamment aux États-Unis, avec marqué l'un des plus grands films que vous pourrez voir. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. C'est lui qui en a fait la promotion. Mais en même temps, il y a une anecdote que je trouvais très marrante, c'est qu'apparemment, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas, mais j'aimerais qu'elle soit vraie, mais je ne suis pas sûr, c'est qu'il se raconte qu'apparemment, il a noué amitié avec Mamoru Oshii, James Cameron, et qu'apparemment, il aurait invité Mamoru Oshii à voir le premier montage fini de Titanic, et qu'en retour, Cameron a été invité par Oshii à voir le premier montage d'Avalon en fait. On n'a jamais su si c'était vrai ou pas, c'est des rumeurs qu'Odéon dit, mais j'aimerais bien on rêverait qu'elles soient vraies. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui les rapproche encore une fois des Wachowski et de Cameron, c'est encore une fois la notion de culture animiste qu'il y a au Japon et notamment en Asie, où si vous voulez, il n'y a rien de défini en fait dans la pureté en fait, justement il n'y a pas cette notion de pureté, il y a cette idée que le corps il est tout le temps en mouvement parce qu'il est relié à la nature et à l'évolution justement de cette dernière. Ça rapproche aussi de toutes les œuvres, ça va aussi bien de Miyazaki en passant par Ishiro Honda, en passant par Tsukamoto, même s'il le fait de manière plus technologique, mais au final il y a toujours cette idée là en fait. Ouais, c'est cette idée de fusion dont, excuse-moi, il m'a pas vu. Non, on arrive au bout de notre heure ensemble. Parce que ce que j'aime bien avec vous, c'est qu'en fait, j'attends le micro et après, je peux gérer le festival sur mon téléphone. Très pratique. Non, mais c'est cool, vous avez plein de choses à dire. Non, c'est juste que là, il nous reste un petit quart d'heure pour les questions publiques. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Là-bas au fond. Juste petite question, c'était par rapport à ce qui avait été dit sur Matrix 4. Du coup, vaste débat sur ce film. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de... Est-ce qu'on nous proposait quelque chose ou est-ce que c'est juste une grosse arnaque?
Et dans ce que vous avez dit, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était par rapport à être prisonnier des récits, des fictions qui se répètent en boucle et desquelles on n'arrive pas à sortir aussi, par rapport à ce qu'a dit le bolchevique aussi hier sur en fait le cyberpunk, on réutilise une plastique mais pas le vrai sens profond. Et je voulais votre opinion sur le lien par exemple avec Ready Player One. Ready Player One de Spielberg. Et Ready Player One, il avait ce côté. On entendait presque quelquefois Spielberg à la fin du film dire mais brûlez les idoles, les enfants, arrêtez. Maintenant, vous faites vos trucs. Arrêtez avec nous, laissez-nous tranquilles, laissez-nous mourir, même brûlez-nous et faites vos propres affaires. Et quelque part, même si on a l'impression que c'est ce que Spielberg veut dire, il y a aussi le côté. L'appareillage hollywoodien derrière fait mais non, continuez à remâcher les mêmes chewing-gums. Voilà, bref. Oui, le rapport à. Effectivement, comme tu dis, il y a des ponts entre les deux. Et c'est très explicitement dit à la fin quand James Hallyday tend l'œuf au héros, je ne sais plus son nom. Fait à Wade White, en fait. Voilà. Et lui dit voilà, maintenant c'est toi qui reprends le flambeau et qu'on reconstruit ton imaginaire. Après, les deux films ont une position, je trouve, un peu transversale sur l'imaginaire. On peut recréer les récits, mais on peut aussi se les réapproprier. Et je pense que la scène la plus importante de Ready Player One, qui pour moi est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, parce que comme tu dis, effectivement, il y a le côté hollywoodien, et c'est un film qui te dit constamment d'oublier, par exemple, la moto d'Akira. On dit forget the bike. Voilà, nous, on est focalisé sur la moto, et lui est plutôt intéressé par la personne qui est sur la moto, qui la conduit. Et Spielberg, en fait, l'explicite, je trouve, dans une scène qui se débarrasse totalement de l'héritage un peu embarrassant du bouquin. Très embarrassant du bouquin. Et c'est la séquence dans Shining. Il faut savoir que Spielberg, c'est quelque chose qu'on lui a énormément reproché, notamment à l'époque de AI. C'est qu'il a repris, il est repassé derrière Spielberg et derrière Kubrick. Et Spielberg, il est considéré comme un amuseur public. Et Kubrick, c'est considéré comme le plus grand réalisateur de tous les temps. Donc en gros, c'était quelle légitimité tu as de reprendre un projet de Kubrick, espèce d'entertainer, quoi. Et ça, c'est quelque chose que Spielberg, qui l'a marqué aussi profondément en tant que réalisateur. Il a fait une dépression après AI, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est obsédé par sa propre responsabilité vis-à-vis des images, alors que finalement, on ne pourrait pas forcément lui reprocher. C'est quelqu'un qui est aussi obsédé un peu par sa légitimité, en fait, mais sa propre légitimité. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont traité d'amuseur public ont réussi à lui mettre le doute. Et dans Ready Player One, il se réconcilie dans cette séquence avec ça, notamment en reprenant un classique de Kubrick, c'est-à-dire Shining, et en le transformant, en faisant une comédie. C'est-à-dire qu'il reprend les ponts, il reprend des choses que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il reprend une lecture intertextuelle. Dans cette séquence-là, on ne peut pas vraiment la comprendre si on n'a pas vu Shining, en fait. La séquence avec la femme dans la baignoire, et le gag, en fait, vient du fait que l'un des personnages n'a pas vu Shining. Donc nous, il y a de l'ironie dramatique, on a un avantage sur ce personnage-là, donc on sait ce qui va lui arriver, mais lui ne le sait pas. Donc quand il rentre dans la chambre, on sait que voilà, il voit oh là madame, excusez-moi. On sait que ça va devenir une espèce de vieille crone qui va l'attaquer après. Et donc Spielberg joue en fait avec les références, joue avec ça et dit c'est ok, en gros dans cette séquence-là, de reprendre des chefs-d'œuvre du cinéma, c'est ok de les détourner, d'en faire quelque chose d'autre, de les remodeler et même un peu de les profaner quelque part. Faites ce que vous voulez. Par contre, si vous restez sur cette lecture mortifère d'un passé, si vous restez piégé dans ces références-là, vous allez terminer, comme à la fin, dans la salle de bal, avec des cadavres qui tournent en boucle indéfiniment. Et je voulais rebondir sur Shining, c'est que c'est un cas très intéressant. Alors, en sortant du cadre du film de Spielberg, c'est que c'est un film qui se rapprocherait dans sa réception de ce qu'a été Matrix Reloaded, puisqu'il faut savoir en plus, c'est que si vous avez l'occasion de voir le super documentaire Stanley Kubrick, Life in Pictures, qui revient justement sur toute sa carrière et sur Shining, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Spielberg et il y a Scorsese qui interviennent. D'ailleurs, c'est les deux survivants du nouvel Hollywood, à mon avis. Et c'est d'ailleurs les deux cinéastes qui, ces dernières années, se sont posés les questions de leur héritage. L'un, justement, sur Ready Player One, l'autre sur The Irishman, qui sont deux films qui sont a priori très différents, mais qui parlent d'un parcours de vie artistique assez similaire et personnel, et de la question de l'héritage de leur œuvre. Et en fait, si vous voulez, Spielberg, comme Scorsese, n'avait pas aimé Shining la première fois qu'il l'avait vu. Il disait je comprends pas le jeu de Nicholson, et c'était pareil, c'était le même blocage, c'était le jeu de Jack Nicholson. Et il raconte Spielberg qu'il en a parlé à Kubrick et il lui a dit mais regarde-le sous un autre angle.
Et c'est un film, et ça l'a totalement il a totalement réévalué le film, et idem pour Scorsese. Parce qu'en fait, Shining, c'est un film qui, au premier abord, fonctionne de. On va pas faire Room 233-127, mais c'est en gros, en fait, pour faire très simple, c'est un film qui a été défoncé à la fois par les fans de Kubrick et les fans de Stephen King. Bon, on va pas revenir sur toute la relation conflictuelle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui fonctionne de la même manière que va fonctionner des films comme Matrix Reloaded, ou même AI, ou même certains Spielberg, ou même les grands films, on va dire populaires, mais qui ne sont pas forcément compris au premier abord, même des films comme Showgirls, etc. C'est-à-dire, c'est des films qui, au premier abord, vous donnent ce que vous pensez voir, mais en fait, mais à travers ces détails, vous invitent à dépasser ce cadre de lecture et à vous confronter à une grille de lecture qui vous soit à la fois propre et personnelle, mais qui mène vers d'autres directions. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas et des tas de grilles de lecture sur Shining, mais aucune ne pourrait être valable ou non valable. C'est-à-dire que le film est construit comme un labyrinthe, et c'est fait exprès, c'est votre rapport de spectateur par rapport à, on va dire, l'indicible dans la fiction, dans la manière dont on pouvait interpréter les œuvres de manière gnostique, en fait. Et c'est en ça, en fait, que ça se rapproche justement pas mal. Je pense qu'il y avait aussi une question de ce film-là en particulier par rapport à lui, la perception qu'on avait. Et je pense qu'en plus, la relation avec Kubrick et Spielberg, elle est quand même assez impressionnante, et qu'elle se retrouve en fait quelque part chez les grands cinéastes comme les Wachowski, justement, ou même Otomo, enfin, on pourrait en citer plein. Mais c'est que c'est le rapport, encore une fois, qui synthétise à merveille, je pense, que synthétise quelque part les Wachowski, ce rapport entre l'intellect et l'émotionnel, puisqu'on avait tendance à dire que Kubrick était un intellectuel froid, distant, et alors que Spielberg, c'était l'émotion, en fait. Et en fait, je pense que c'était quelque part la rencontre, d'abord à travers le fait de revenir sur Shining, c'était quelque part une manière de dire j'ai compris ça, je l'ai accepté, en fait. Parce que si vous regardez bien, en fait, il y a un truc qui m'a toujours touché en parlant de Kubrick, c'est que sa famille avait beaucoup de regrets sur le fait qu'on le percevait comme quelqu'un de très froid, très distant, en fait, il y avait beaucoup de légendes qui étaient construites sur lui qui n'étaient pas vraies. Et il raconte, Kubrick, que les deux plus grands regrets de sa vie, et c'est sa femme qui le dit, c'est de ne pas avoir réussi à attendre vers le public, le grand public, parce que ça, c'était quelque chose qui l'obsédait. Parce que lui, il ne se considérait pas justement comme un cinéaste hermétique, en fait. C'est ça qui est ironique, en fait. C'est qu'il voulait transmettre ça au grand public, en fait, le savoir que lui avait. Il avait dit, je coupe 2 secondes, il avait dit, moi je possède, sur ma palette de couleurs, je possède le rouge et le noir, et Spielberg, lui, possède toutes les autres couleurs. C'est ce qu'il avait dit, en fait. Donc je pense qu'il y avait vraiment une symbiose entre les deux, quelque part. Et la dernière chose, c'est que lui, il avait un regret aussi, c'est qu'il disait, et c'est sa famille qui le raconte, c'est que lorsqu'il est arrivé à Eyes Wide Shut, il dit, moi je voulais faire plusieurs interviews, je voulais casser en fait toutes les légendes qui faisaient de moi ce cinéaste un peu mystique, un peu secret, un peu dictatorial qu'on avait, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a aussi un jeu sur la compréhension de l'œuvre, et la scène Ready Player One est très intéressante pour ça. C'est parce qu'en fait l'image d'Épinal de Kubrick, qui je pense a fait beaucoup de mal à sa carrière et à la fois en fait à la perception même plus globale du métier de cinéaste, et même compris chez beaucoup d'admirateurs qu'il a. Et c'est aussi en ça que les Wachowski et même des Spears vont justement à l'encontre de ça. C'est que c'est ce qui fascine en fait beaucoup malheureusement de cinéphiles chez Kubrick. C'est l'idée du cinéaste omnipotent, dictateur, intraitable avec ses acteurs, et où la fin justifie les moyens en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il lui voulait faire vers la fin de sa vie. Et malheureusement, il est mort avant ça. Et ça, c'est ce que sa famille raconte toujours. Ils ont énormément de regrets par rapport à ça. Ouais, je pense que ce à quoi tu faisais référence chez les Wachowski, vis-à-vis de Kubrick, qui, elles, ont de plus en plus, avec les années, développé une approche plus libre de leur art. Et je pense, en fait, d'une certaine profession de foi, ça se retrouve justement à la fin de Matrix 4. Et pour revenir encore une fois à la comparaison avec Ready Player One, une des grandes différences pour moi, c'est qu'à la fin de Ready Player One, c'est qu'on reste dans le même schéma de on a toujours un élu et c'est lui maintenant qui va décider. Alors qu'à la fin de Matrix 4, finalement, contrairement à la fin du premier Matrix où on te présentait Neo comme le nouvel élu et c'est lui qui va porter la guerre des humains contre les machines et c'est lui qui va nous sauver, à la fin de Matrix 4, Neo et Trinity disent en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'est pas les élus, on n'est pas les gens qui vont dominer l'humanité, qui vont mener l'humanité. Nous, on va peut-être mettre des arcs-en-ciel. Et puis on verra ce que les autres feront. On va peut-être essayer d'aider les gens à se libérer par eux-mêmes. Et après, ils décideront de leur sort. Et en cela, je pense qu'il y a une vraie différence de discours. Là où Ready Player One reste prisonnier des grands discours
des grands récits mythologiques. À la fin, Matrix 4 nous dit maintenant, allez, amusez-vous, prenez votre le monde comme un bac à sable et n'attendez pas des grands messies, mais allez-y, amusez-vous. Peut-être une autre question si on a le temps. Peut-être. On est 12h30, on n'a pas d'autres tables rondes qui enchaînent, donc on est légèrement moins pressé que d'habitude. Donc on peut prendre une autre question. Je vais essayer de faire très court. L'impression que j'aurais, c'est justement. Merci. Oui, en fait, l'impression que j'ai, et c'était abordé un peu sur la conférence. Il marche ? Oui. Donc l'impression que j'aurais, c'est du coup le cyberpunk et avec la difficulté de renouveau et cette question d'idole qui a été abordée, finalement le parallèle, hormis la fin différente, entre Ready Player One et Matrix dans l'ensemble de son cycle, ça peut être justement que, très cyberpunk, le fameux No Past No Future, en fait les idoles, il faut savoir s'en débarrasser. Mais il faut aussi avoir conscience qu'on ne peut pas bâtir un futur sans être condamné à un éternel recommencement si on n'a pas aussi ces idoles-là et des références à partir desquelles non seulement construire des choses, mais aussi comprendre ce qui marche et comprendre surtout nos erreurs. Oui, je vais prendre celui-ci. Merci. Oui, en fait, les Wachowski comme Spielberg seraient bien hypocrites de dire de brûler les idoles et repartir de zéro. Parce qu'elles-mêmes, les Wachowski et Spielberg lui-même, ont construit leur carrière sur des épaules de géants. Spielberg le dit il s'identifie à John Hammond dans Jurassic Park et il s'est explicitement dit à un moment, un personnage lui dit, vous êtes hissé sur les épaules des géants, vous avez pris une technologie qui ne vous appartient pas et vous vous la réappropriez. C'est ce que Spielberg a conscience de faire depuis le début de sa carrière. Il cite ouvertement John Ford, il va citer Frankenheimer, il va citer énormément de monde. Et ça, c'est un cinéaste maniériste, c'est-à-dire quelqu'un dont le cinéma, dont les films ont le cinéma pour toile de fond. Tous ces films parlent de près ou de loin de cinéma. Pareil pour les Wachowski. Donc ils ont bâti leur carrière sur l'héritage en fait qui était déjà là, sur déjà des idoles. Ils se sont réappropriés. Et dans Ready Player One, par exemple, un personnage dit à un moment personne ne peut passer King Kong. En gros, voilà, le film est là, ça sert à rien de le reproduire ad vitam aeternam. Il faut aussi essayer de soit en produire une relecture, mais pas refaire systématiquement la même chose. Arrêter de tourner en rond et essayer de changer de direction. Mais Ready Player One, c'est pas un film de. Enfin, James Hallyday, par exemple, c'est quelqu'un qui est présenté comme un créateur. Mais il n'a rien fait en fait dans l'Oasis. Il a juste aggloméré des références. Vous avez plein d'univers, mais c'est pas lui qui a créé Batman, c'est pas lui qui a créé Minecraft. Il a juste pris tous les univers qui lui plaisaient, Star Trek, etc., et il les a agglomérés dans un autre univers en disant maintenant amusez-vous avec ça. C'est une boîte de jeux gigantesque. On la secoue et on voit ce qui en ressort. Et ce qui est amusant, c'est que Matrix est littéralement conçu comme ça. C'est-à-dire qu'on est souvent obsédé. Moi, j'ai été obsédé pendant très longtemps par les lectures multiples de Matrix avant de me rendre compte à un moment que c'est une impasse. Il n'y a pas de lecture absolue de Matrix. Il n'y a pas de vrai sens caché. Dans la mesure où c'est un film qui cite Baudrillard, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de surcouche de réalité et rien en dessous. Et c'est ce rien qu'on essaie de reconstruire. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver un sens, on essaie de naviguer dans les symboles, on se dit mais alors le mérovingien c'est un ancien élu, mais alors non en fait c'est le vrai méchant, mais non en fait c'est tout ça à la fois. C'est tout ce que vous voulez que ce soit. Votre compréhension va dépendre de votre culture, votre parcours, votre compréhension, quelqu'un qui va avoir telle ou telle religion va peut-être pas voir la même chose. Et d'ailleurs c'est amusant. Vous avez des relectures qui ont été très très embarrassantes pour les Wachowski. Elles sont Lily Wachowski l'a principalement très mal pris dans un tweet qui était probablement l'un des meilleurs tweets jamais envoyé sur Twitter. C'était vous aviez Elon Musk et Ivanka Trump. Elon Musk qui avait mis avez-vous pris votre pilule rouge, et Ivanka Trump au moment où Trump était au pouvoir avait répondu taken, en gros oui je l'ai pris. Et, bon je sais pas pourquoi il avait mis ça, mais t'as Lily Wachowski qui a retweeté les deux et qui a mis fuck both of you. Et c'était un moment de dire vous avez récupéré notre film pour ça. Alors, ok, on avait fait en sorte que tout le monde puisse se réapproprier, mais là, non. Non. Arrêtez avec vos pilules rouges de merde. Nous, regardez qui on est aussi, à un moment. Regardez ce dont on parle.
Et dans les communautés LGBT, à l'époque de Matrix, certains avaient déjà vu en fait les problématiques de passing, les problématiques de transidentité. Et même si c'est moins explicite dans la trilogie et moins d'ailleurs verbalisé par les Wachowski, il y avait déjà cette notion de réappropriation, de se dire mais en fait tous ces codes-là nous parlent à nous. Et c'est des codes qui parlaient à une partie du public. Et moi je suis passé par exemple, mon petit homme cis blanc qui découvre ces thématiques-là au fur et à mesure, je n'avais pas vu tout ça. C'est des choses que j'ai redécouvertes au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un film dont une boîte de puzzle, un puzzle gigantesque, symbolique. On secoue, on jette et on regarde ce qu'il en ressort. Et chacun fait son propre, se réapproprie en fait, selon sa culture, selon ses références, fait son propre parcours dans Matrix. On nous le dit plusieurs fois dans le film, mais le parcours est plus important que la finalité. La finalité, c'est un éclair de lumière blanc, finalement. C'est juste une révélation, et en fait, cette révélation, elle peut prendre n'importe quelle forme. Ce qui va être intéressant, c'est le cheminement. Et ça, le cheminement, ce qui est assez extraordinaire avec Matrix, et reverbalisé dans Matrix 4, nous le redisent à un moment, réappropriez-vous vos récits et essayez d'abandonner cette histoire de muséification de la culture, c'est-à-dire arrêter d'enfermer des œuvres dans des carcans, dans des genres, et surtout un côté intouchable. Là, vous avez eu des années 2010 à 2020 une palanquée de remakes, de reboots. Vous avez littéralement Jurassic World, un film qui dit à un moment, oui, en même temps, le premier était vachement bien, on ne peut plus rien faire de mieux. Bah dans ce cas, pourquoi vous refaites une trilogie, bande de nazes, quoi. Et c'est un film qui est autoconscient de son propre cynisme, qui, à partir des autres, disent il faut encore des plus gros dinosaures parce que maintenant, ça ne marche plus. Et qui blâme en plus le public. Le pire, c'est quand même les Marvel avec le fameux. Alors, j'espère que vous avez encore une heure. Non, mais le pire, c'est les Marvel qui, plus avancent, sont autoconscients de leur propre cynisme. Hein. C'est-à-dire que dans Spider-Man No Way Home ou Avengers Endgame, c'est littéralement écrit comme du Highlander 2 d'il y a 20 ans. Hein. C'est littéralement, vous remplacez Zeist par le multivers, c'est les mêmes problèmes de diésèse, hein, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il n'y a plus rien à travailler et que de toute façon, il suffit de mettre les bots sur les réseaux sociaux, ça va faire en sorte qu'on va aller les voir parce que tu as les retrouvailles. Juste pour conclure, du coup, tu disais tout à l'heure que Matrix a été perçu comme un foutage de gueule ou quelque chose de cynique. Et en fait, c'est littéralement l'inverse. C'est un film qui, justement, est là pour détruire totalement toute idée de cynisme. C'est un film vraiment faussement cynique. C'est un film qui, dans sa dernière partie, va nous dire non, réappropriez-vous et oui, faites ce que vous voulez sans vous préoccuper de ce que vous mettez des arcs-en-ciel dans le ciel. Pour le gag, c'est littéralement le plan final de Matrix Révolution. C'est que ça se termine sur un lever de soleil avec une espèce de halo lumineux multicolore. Donc elle l'avait déjà fait et elle rappelle. Elles disent voilà, nous on l'avait déjà fait avec Matrix 1, 2, 3. Vous avez peut-être une idée différente de ce qu'on avait fait, mais nous c'était déjà ça qu'on faisait. Donc maintenant, lâchez prise, arrêtez de vous fixer sur ces idées-là et faites ce que vous voulez. Je terminerai dessus, c'est que chez les Wachowski, il y a un propos qui est pas que dans les Matrix, mais dans toutes leurs œuvres par rapport aux lectures, à tout ce qu'on peut interpréter de leurs œuvres, c'est qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Aurélien, tu veux dire un dernier petit mot du coup pour conclure? Un petit mot pour Aurélien quand même pour. Non, c'était une très jolie façon de finir de la part de Johan, donc ça me va très bien. Eh ben on peut applaudir alors.